Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bientôt, les conseils communaux et municipaux seront renouvelés à la faveur des élections, bien évidemment. Les forces politiques s'activent pour contrôler les futures mairies. Les enjeux de la gouvernance locale sont-ils bien perçus par les acteurs politiques? Quid du processus de la décentralisation en cours au Bénin? Des questions que nous évoquerons ce soir avec notre invité, Franck Kenevo. Il est spécialiste de la communication politique et expert en décentralisation. Franck Kenevo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Privet et chers confrères. Merci d'accepter de venir dans notre émission. Alors, comme j'ai planté le décor tout à l'heure dans mon intro, bientôt donc les élections communales et l'on parlera abondamment de la gouvernance locale. Alors, après plus de 17 ans de mise en œuvre de la décentralisation, quel bilan peut-on faire aujourd'hui en termes des acquis? Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi d'être à vos côtés sur cette merveilleuse chaîne. Et je voudrais profiter pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous les Béninois et à nos dirigeants. Je crois que les élections communales et municipales de 2020 nous donnent l'occasion de faire un débat de fond par rapport à la décentralisation. Et pour faire ce débat, il faut regarder un peu ce qui a été fait depuis, disons, février 2003, où les conseils communaux et municipaux ont été installés dans notre pays. Et je crois que si on veut faire un bilan objectif, il faut faire un bilan en termes des acquis, des défis et des perspectives. Parlant des acquis, je crois qu'aujourd'hui, l'institution communale existe et est incontournable dans le paysage institutionnel de notre pays. Les collectivités territoriales qui ont démarré sans grands moyens aujourd'hui mobilisent des milliards. La plupart des communes sont aujourd'hui milliardaires en budget et les budgets au niveau des collectivités territoriales sont de plus en plus réalistes parce qu'il y a un travail que le ministère des Finances et le ministère de la décentralisation a eu à faire pour le cadrage budgétaire. Et aujourd'hui, si vous allez dans les 77 communes du Bénin, vous verrez qu'il y a un effort de municipalisation, il y a un effort où l'institution communale qui est à Cotonou, on ne le sent pas, mais à l'intérieur du pays, c'est parfois les arrondissements et la mairie centrale qui constituent les premiers points de contact des citoyens avec l'institution étatique. Et ce n'est pas en vain que les textes prévoient que le maire, en tant que chef de l'administration locale, soit aussi le premier représentant de l'État dans la commune. Donc, de ce point de vue, il y a une institution qui fonctionne. Si vous allez dans les 77 communes, les sessions se tiennent régulièrement, les budgets sont votés et les activités sont menées. Ça, c'est vraiment le premier défi, le premier acquis de notre décentralisation. Deuxièmement, il y a un effort de mettre en place une démocratie locale, c'est-à-dire que les gens s'asseyent et discutent par rapport à l'avenir de leur territoire, par rapport à l'avenir de leur localité. Les gens discutent. Ce n'est pas encore le niveau qu'on aurait souhaité, mais il y a une démocratie embryonnaire qui se met en place dans les 77 communes et ça, il faut saluer cela aussi. Et à vous entendre, tout est positif. Non, je vais de ces nouveaux espaces autonomes qui se sont installés. Non, tout n'est pas positif, mais il faut dire ce qui est positif et montrer les défis. Ce qui est négatif pour moi, je présente cela en termes de défis. Donc, en termes d'acquis? En termes d'acquis, on va parler également donc du développement local. C'est-à-dire l'erreur que nous avons eu à commettre, tous les acteurs, que ce soit l'État, que ce soit les partenaires, que ce soit les élus locaux, la société civile, depuis 2003, on n'a fait que parler de bonne gouvernance. On n'a fait que parler de démocratie. Et je crois que nous remarquons aujourd'hui que sans l'économie, on ne peut pas développer un territoire. On a beau installer les règles de bonne gouvernance, de démocratie, de reddition de comptes, mais s'il n'y a pas le nez de la guerre, on ne peut pas faire les investissements pour le développement. Donc aujourd'hui,
L'heure est au développement économique local. Donc, ce défi du développement local doit être relevé par la plupart des communes. Si vous regardez, c'est vrai, les maires vont dire l'État n'a pas transféré assez de ressources. L'État va dire les ressources transférées ne sont pas bien gérées, mais il faut faire un travail important pour que l'économie locale émerge. Parce que pourquoi la plupart des pays du monde qui émergent, qui se développent, sont des pays bien décentralisés? Parce qu'il y a un travail qui se fait dans l'esprit du principe de subsidiarité et qui permet au gouvernement de s'occuper des questions nationales et aux collectivités territoriales qui sont dans le système anglophone des gouvernements locaux de s'occuper des problèmes, des préoccupations quotidiennes des citoyens. Et donc, dans ce schéma de partage des rôles et des responsabilités au sein de l'État, il n'y a que le gouvernement s'occupe de la macroéconomie, des normes pour faire les écoles, le gouvernement édite les normes, le gouvernement donne les normes de qualité et autres, mais les collectivités territoriales sont transformées en porte d'entrée des politiques publiques. Donc tout ce qui est lié au développement territorial, au développement à la base, ça passe par les collectivités territoriales. On le disait, cet apprentissage, parce qu'il faut le dire, ça a été un apprentissage pour ces nouveaux espaces. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme élément à capitaliser pour les échéances à venir? Vous savez, je vais vous donner un indicateur au niveau sous-régional. Lorsque vous venez au Bénin, vous rentrez dans les brousses, vous rentrez dans l'intérieur du pays, vous verrez des salles de classe bien construites, vous verrez des points d'eau, vous verrez des centres de santé qui sont un peu partout. La pauvreté est plus monétaire que non monétaire au Bénin. Parce qu'il y a les infrastructures socio-communautaires. Et c'est grâce à l'existence des collectivités territoriales. On a des centres de santé, ça ne suffit pas, mais on a, par rapport à des pays qui ont des budgets plus élevés que le Bénin, le Bénin a plus de centres de santé, le Bénin a plus de pistes praticables, le Bénin a plus d'écoles, etc. Donc ces acquis-là, c'est parce qu'il y a un niveau communal qui travaille. Vous verrez les maires venir à Cotonou dans les ministères pour négocier, pour exposer les problèmes, afin que le gouvernement puisse recadrer l'orientation des politiques publiques. Donc ça, c'est un premier acquis. Le deuxième acquis, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une identité locale qui émerge, qu'on doit encadrer par l'identité nationale, mais cette identité locale fait que les gens vont de mieux en mieux, de plus en plus payer les impôts. Les gens vont de plus en plus s'intéresser à la gestion de leur localité. Et donc, à partir de ce moment, il y a une vie dans les territoires. Si vous mettez des investissements au niveau national et qu'au niveau local, il n'y a pas les répondants, les marchés qui produisent les fruits, légumes, tout ce dont on a besoin. Ces marchés-là sont généralement des marchés du territoire. Et donc, il faut organiser ces territoires-là. Il faut travailler à ce que les spécificités de Clécamé puissent être en harmonie avec les atouts de Boïcon, etc., de sorte que si nous prenons notre pays, on puisse voir des territoires qui émergent et qu'au niveau national, on puisse avoir quand même un pays plus solide. Parce que si les bases au niveau local ne sont pas solides et que vous mettez l'édifice au niveau national, ça ne sera pas solide. Donc, je crois que l'existence des collectivités territoriales, un autre acquis qu'on peut capitaliser, c'est qu'il y a un personnel politique qui est casé au niveau local. Et je vais vous dire, lorsque nous regardons la finalité de la décentralisation, c'est de former des citoyens qui ont commencé par apprendre la gestion des affaires publiques depuis leur quartier,
depuis leur village, depuis leur arrondissement, depuis leur commune, avant de venir au niveau national. Et lorsque vous avez quelqu'un, comme c'est le cas dans beaucoup de grandes démocraties, lorsque vous avez quelqu'un qui a commencé par discuter des problèmes de développement dans son quartier, dans sa rue, où il n'y a pas beaucoup d'intrigues, il n'y a pas beaucoup de ruses, de coups bas, etc. C'est un environnement qui lui permet de comprendre que lorsqu'on veut ériger une salle de classe, il faut que les citoyens contribuent, il faut que les citoyens prennent soin de cette infrastructure socio-communautaire. Et donc, vous ne le verrez pas en train de détruire, lorsqu'il est même dans son véhicule, et que par erreur, par mégarde, il détruit l'édifice, l'ouvrage public, il va chercher à régler ça. Donc, celui qui vient et qui devient ministre après avoir côtoyé la misère dans son quartier, après avoir discuté avec les gens. Vous voyez, si vous prenez les élus en France, en Allemagne, en Suisse, c'est des gens qui aiment aller à la base discuter. Moi, j'ai rencontré Alain Juppé en train de discuter sans garde-corps. En tant que maire de Bordeaux, il discutait et les gens, les citoyens, ne le ménageaient pas. C'était des discussions directes parce que il a été Premier ministre, tout ça, mais il vient de quelque part et il sait que l'apprentissage qu'il a eu à faire par le passé doit le suivre jusqu'au sommet. La dernière fois, je crois que c'est à Pau où le président Macron était allé inaugurer une ligne de bus, certainement pour soutenir son allié qui est en difficulté à la veille des élections municipales en France. Alors, dans le bus, il parle avec les gens. Lorsqu'il a rencontré les enseignants, ils ont parlé et le gars ne lui a pas fait de cadeau. Donc, ces genres de débats qui détendent l'atmosphère, c'est parce qu'on l'a appris dans son quartier, parce qu'on l'a appris dans sa commune. Et donc, on est un démocrate. Aujourd'hui, si je veux être honnête par rapport au Bénin, nous n'avons pas la culture de démocratie. Nous pratiquons une démocratie institutionnelle qui n'a pas d'emprise dans le quotidien des citoyens. Parce que cette démocratie-là, on ne peut pas la prendre au niveau national, mais on peut la prendre à la base. Lorsque le maire vous invite, lorsque le chef d'arrondissement vous invite pour vous dire, voilà, il y a un ponceau qui est endommagé, comment on fait ? Voilà ce que l'État nous propose, voilà ce que la commune nous donne. Est-ce que nous pouvons contribuer? Lorsqu'on discute de ces choses-là, on apprend les règles de démocratie, on respecte celui qui a gagné, on respecte l'opinion de l'autre. Mais lorsque vous n'avez jamais fait cet apprentissage, on n'a pas un cadre incident. Pourquoi tout le monde veut que le débat pour le pays se fasse sur les chaînes de télévision? Parce qu'il n'y a pas d'espace de débat au niveau de la commune, au niveau de l'arrondissement. Et du coup, tout le monde pense que le seul endroit où il faut faire des débats, c'est sur les chaînes de télé, les chaînes de radio. Non, il faut faire un débat au niveau local. Il y a des préoccupations qui sont nationales, qu'on peut aborder dans des espaces. À l'échelle locale. Mais en France, M. Léry, que je connais très bien, je suis allé le visiter à Paris. C'est une dame qui est là maintenant, il a été président de la Commission nationale du débat public. Mais ce n'est pas pour organiser des débats à la télé, c'est pour organiser des débats autour des politiques publiques, mais dans les communes, dans les collectivités territoriales, pour que les gens apprennent. Parce que nous qui venons de l'ère francophone, je crois qu'on n'a pas cette tradition de bien débattre. Donc la décentralisation a permis quand même d'instaurer. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est un apprentissage, comme vous l'avez dit. Et donc on est en train d'évoluer sur ce terrain-là, de sorte que si les règles étaient bien améliorées et que les acteurs évoluent de façon sincère et patriotique, on va voir émerger une nouvelle classe politique qui n'a pas les mêmes réflexes, les mêmes tares que ce qu'on dénonce aujourd'hui. Donc, je crois que tout ça là, il faut reconnaître que c'est parce qu'à un moment donné,
on a commencé l'expérience de la décentralisation, que ces embryons de démocratie ont commencé par germer. Et il faut entretenir cela. Les grands pays de démocratie ont mis des siècles pour en arriver là, mais nous, tirant leçon de leur parcours, on peut le faire en quelques décennies. Mais pour cela, il faut que l'État puisse encadrer les collectivités territoriales et leur donne l'autonomie que la Constitution a prévue de façon réelle. 17 ans, est-ce que vous, en tant qu'observateur, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les 17 ans passés à poser les jalons ont été vraiment fructueux et ont permis on peut donner lieu quand même d'espérer pour le futur? Oui, on peut espérer, mais pour moi, avec le cadre institutionnel, parce qu'il faut le dire, ceux qui ont pensé la décentralisation béninoise ont mis en place un cadre institutionnel très dynamique, très approprié, très excellent quand même. Je crois que c'est excellent ce qui a été fait, mais on peut améliorer ça. On a un cadre qui permet de faire beaucoup de choses, mais on n'a pas pu le faire. Parce que justement, les acteurs, vous savez, le premier problème de la décentralisation a été, disons, la politisation à outrance des acteurs. C'est ça. Lorsque vous êtes élu, lorsque en mai prochain, vous serez élu conseil communal ou municipal, c'est vrai, c'est un parti politique qui vous a proposé, mais prenez la commune désormais comme votre parti politique. Prenez les intérêts de la commune comme étant au-dessus des intérêts de votre parti politique. Et expliquez à vos leaders politiques. C'est pour cela que la réforme du système partisan doit permettre de faire émerger depuis la base des gens qui ont une connaissance des collectivités territoriales et qui ne vont pas... Je vais vous dire une chose. Il y a des leaders politiques qui imposent aux maires de leur livrer mensuellement des vivres, des choses, etc. Mais si vous demandez cela à un maire, combien le maire gagne? Donc, vous êtes en train de lui dire indirectement, puise dans les ressources de la commune. Mm-hmm. Lorsque vous demandez au maire de financer un certain nombre d'activités de votre parti politique, mais le maire, il va trouver l'argent où? Vous êtes en train de lui dire indirectement, fais ci, fais ça. Lorsque vous envoyez votre cousin qui ne remplit pas qui n'a pas le profil pour un poste donné, approprié, mais le maire, sachant que s'il ne vous obéit pas, la prochaine fois, il ne reviendra plus, il peut être ou destitué. La prochaine fois, il ne revient pas, il va le positionner, mais il va paralyser aussi l'administration locale. C'est pour ça qu'il y a eu des réformes que moi j'ai critiquées, mais il y a eu des faits au niveau des collectivités territoriales qui ont inspiré cette réforme. Vous savez, la loi de 2015 sur la fonction publique, qui dessaisit le maire du pouvoir de recruter, par exemple, le personnel communal. Moi, j'ai été contre et j'ai même écrit un recours, mais après, j'ai laissé parce que il y a eu des faits. Pourquoi vous êtes insurgé contre cette loi? Parce que si vous donnez l'autonomie à quelqu'un, si vous dites que la commune, la constitution est claire, les collectivités sont autonomes, s'administrent librement par des conseils élus. C'est vrai, dans les conditions prévues par les lois. Mais si vous me donnez l'autonomie et que je ne suis pas capable de recruter le personnel avec qui je vais travailler, mon autonomie est limitée. Parce que si c'est un comité départemental qui va faire le recrutement, ça peut amener les personnes là à ne pas être dans la dynamique que le maire veut. Mais d'un autre côté, le ministre de la décentralisation m'avait expliqué en ce moment que oui, il y a eu tel délit. Quand un maire arrive, le personnel qui est là, il essaye de garer le maximum et lui-même il fait ses recrutements. Du coup, on n'a pas les profils qu'il faut, on a un personnel pléthorique. Mais moi, je crois qu'on peut encadrer la gestion
de cette compétence par les maires autrement, de sorte que au niveau de la commune, on puisse avoir quand même des gens recrutés par la commune. Et je dirais que la commune n'est pas en dehors de l'État. C'est une institution de la République. Il faut que le gouvernement puisse penser. Lorsque vous avez la possibilité de faire des milliers de recrutements, avec les communes, si vous mettez 1000 agents à recruter et que l'État paye de façon transitoire pendant 5 ans, 10 ans, le temps que les communes puissent atteindre un niveau de ressources propres suffisant, vous mettez 1000 personnels, les planificateurs, les gestionnaires de l'urbanisme, les gestionnaires de projets, ceux qui peuvent gérer les finances, tous ceux-là, si vous mettez un répertoire à la disposition des communes au niveau national, c'est de la responsabilité du gouvernement de renforcer les collectivités territoriales pour mieux les sanctionner en cas de dérive. Lorsque le personnel n'est pas relevé, le personnel n'est pas à la hauteur des compétences, des attentes, il y a un problème lorsqu'on veut évaluer le maire, parce que le maire va dire, je n'ai pas, la dernière fois j'étais avec le maire de Dassa pour faire un dossier d'appel d'offres, il m'a expliqué les difficultés qu'il rencontre parce que le personnel n'est pas suffisant et les profils recherchés ne sont pas toujours disponibles. Donc ce travail-là, moi je crois que le gouvernement peut décider de recruter 500 000 personnes selon des profils bien définis. La NCB a fait des études là-dessus et ces agents-là, l'Association nationale des communes du Bénin, sont mis à la disposition des communes et l'État les paye. Je crois que ça va dynamiser le développement local. L'autre chose, c'est que... Mais est-ce que législateur, ou tout ce qu'on peut appeler, en cherchant à encadrer les maires et autres, est-ce que n'était pas aussi le souci d'éviter de leur accorder autant de pouvoir pour en fabriquer peut-être après des monstres? Non. Difficile à gérer. Je vous ai dit tantôt que dans le monde anglophone, on les appelle des gouvernements locaux. Donc un gouvernement, c'est un ensemble de compétences, de ressources humaines pour gérer des compétences données. Donc si la loi a, en vertu du principe de subsidiarité, qui veut que les problèmes soient réglés là où ils se posent, et c'est quand l'institution locale est dépassée que l'État vient pour renforcer. Et donc, en vertu de ce principe-là, on estime que la commune peut mieux gérer l'accès à l'eau, l'accès salle de classe, centre de santé, mais le personnel et le programme de formation, ça vient du gouvernement. L'entretien, les réparations, tout ça là, c'est les communes. Qui peut mieux que la commune de Parakou décider de là où on va implanter des marchés, suivre la construction, suivre la gestion, suivre l'entretien que le maire de Parakou. Donc, c'est des principes qui sont là pour inspirer l'action de l'État. Et donc, ceux qui ont fait le montage de notre système de décentralisation n'ont fait que s'inspirer de ces réalités-là, parce que les questions de pistes rurales qui sont restées pendant longtemps au niveau du ministère des Travaux publics et des Transports, je crois que... sont transférés maintenant aux communes. Oui, il y a un effort. Aujourd'hui, nous avons quitté les 3,5% de transfert de 2015 et je crois que nous sommes à 4,2 vers 5%. C'est une avancée. C'est bon, mais l'objectif au niveau de l'UEMOA, c'est 20%. 20%, parce que regardez... Mais dans le cas d'espèce, aujourd'hui, vu le contexte actuel, est-ce qu'il est possible d'aller à ce taux sous-régional de 20%? Oui, moi je crois qu'aujourd'hui, nous avons un cadre qui permet cela. Je vais vous expliquer. Lorsque le maire dépense 1 franc, le conseil communal peut
regarder la qualité de cette dépense. Le receveur-percepteur, il est là, il peut regarder. Le préfet, autorité de tutelle, qui a tous les marchés, qui contrôle tout ce que le maire fait, il est là, il regarde. On vient de nommer à côté du préfet les délégués de contrôle financier qui sont là. On vient de créer les chambres régionales de la Cour des comptes. Ils sont là. Le ministre des Finances peut envoyer l'inspection générale des finances. Le ministre de la décentralisation peut envoyer l'inspection générale des affaires administratives. Quoi encore? Le président de la République, le gouvernement peut décider d'auditer en envoyant des auditeurs. Et les partenaires qui ont mis leurs ressources au niveau du FADEC envoient aussi des auditeurs. Vous voyez, pour un franc, vous voyez le nombre de personnes qui peuvent chercher à regarder moi, citoyen, la gestion. Je peux regarder. Donc, ça, c'est un dispositif qui est quand même assez lourd et qu'aucune autre institution ne subit à part les collectivités territoriales. Et les maires disent même que le délégué financier et autres, ça retarde la fluidité de l'action publique au niveau communal. Mais il ne faut pas exclure aussi le souci de transparence et de la bonne gouvernance. C'est que qui sous-tend, on peut le dire, si le maire idéal, sa mesure. Le maire idéal que moi je veux pour les élections qui arrivent, c'est le maire qui met tout sur la table. J'ai signé un marché avec telle entreprise, c'est sur Internet. Vous pouvez aller regarder. Si vous voyez que le prix est élevé par rapport à ce qui se fait, venez me voir. Je fais une délégation pour aller à l'étranger, c'est sur Internet. Mais ces acteurs dont vous parlez n'ont aucun intérêt à aller à la transparence. Non, ils ont intérêt, pourquoi l'écart que l'on traîne. Je vais vous donner l'exemple du Parti travailliste au Brésil. Ce parti, aujourd'hui, tout le monde parle du budget participatif. Et je crois que le gouvernement l'a adopté pour les communes. Donc, bientôt, les communes vont expérimenter le budget participatif. Vous savez, ils ont dit, vous nous avez élus à la tête de la municipalité, mais c'est vous qui nous dites ce que nous allons faire. Donc, ils prennent le budget de la commune, ils enlèvent les charges de fonctionnement, les salaires et autres, et ils disent, voilà les ressources de notre commune pour l'année qui vient. Vous voulez qu'on fasse quoi? On fait. Et lorsqu'on a fait le budget participatif, s'il manque des ressources, les populations sont d'accord pour compléter, mais la gestion, c'est comment? C'est l'entreprise, même si il n'y a pas une entreprise dans l'arrondissement ou dans le quartier qui peut exercer les travaux, l'entrepreneur vient, il a comme interlocuteur les élus, mais aussi les citoyens qui sont organisés en communauté, en comité. Et si le travail n'est pas bien fait, n'est pas certifié par les citoyens, ce n'est pas payé. Donc, le marché, les citoyens ont accès. Tout ce qui est autour de ces activités-là, c'est public. Et lorsque vous faites ça, vous restez longtemps au pouvoir. Lorsque vous faites ça, vous allez de votre commune au niveau national. Le Parti travailliste qui a commencé dans une municipalité du Brésil a pu gagner les élections présidentielles, législatives pendant longtemps. Lula et Dilma Rousseff, qui a été destituée, sont issus de ce parti politique. Et les problèmes ont commencé lorsque le Parti travailliste est devenu grand, il y a des poches de corruption et autres. Mais nous, on regarde ces expériences-là et on se dit, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à leur niveau? Qu'est-ce qu'on peut améliorer chez nous? Donc, le travail qui se fait dans les communes, c'est, je crois que pour prendre le gouvernement de court, les maires qui seront élus, moi je souhaite qu'ils tiennent le pari de la transparence. Ce n'est pas, vous savez, je vais vous dire une chose, ce n'est pas parce que vous avez conduit un marché transparent que si la loi le permet, l'entrepreneur ne peut pas vous faire des cadeaux. Il faut permettre aux maires de bénéficier de cadeaux dans des limites données. On ne peut pas
et empêcher cela totalement. Même aux États-Unis, il y a des montants de cadeaux qu'on peut faire à un fonctionnaire. Donc, il faut qu'on organise notre administration de façon réaliste. On ne peut pas ne pas dire merci à quelqu'un qui vous a donné un marché. Donc, il faut organiser tout cela dans la transparence. Oui, mais on peut dire merci sans quand même le glisser des pots mais, de vin et tout. Mais l'expérience a montré dans les autres pays qu'il faut fixer un seuil de cadeaux qu'on peut faire sans que la personne ne soit obligée de déclarer, et à partir d'un certain seuil que la personne soit obligée de déclarer. C'est la transparence qui veut cela. Et il faut aussi que les actes, vous savez, quand le conseil communal ou municipal siège, c'est pour prendre des actes, c'est pour prendre des décisions. Il faut que ces décisions-là puissent être connues des citoyens, parce que ces décisions s'appliquent aux citoyens ou se prennent en leur nom. Donc, il faut faire ce travail-là. Je crois que le ministère de la décentralisation a beaucoup évolué sur ça. Il y a les cadres intégrateurs qui sont en cours d'expérimentation. J'ai appris que WIDA a installé déjà son cadre. Il y a les redditions de comptes qui aujourd'hui sont obligatoires, au moins 2. C'est vrai, il faut améliorer le contenu parce que c'est vers la fin de l'année, parce que c'est une des conditionnalités, enfin des éléments pris en compte pour les fonds FADEC que en fin d'année, vous verrez que beaucoup de communes programment les 2 audiences de reddition de comptes. On peut améliorer tout ça dans un esprit de renforcement des capacités des communes. Ce n'est pas dans un esprit belliqueux. Il ne doit pas avoir de querelle entre un maire et le pouvoir central, parce que lorsque vous devenez maire, vous représentez l'État. Et qui est le chef de l'État? C'est le président de la République. Donc, vous êtes... Parce que les maires, parfois, tous les maires ne savent pas ça. Vous êtes à 90% maire, mais à 10%, vous êtes représentant de l'État. Donc, vous êtes en position de subordination par rapport à l'État. Donc, il y a ces choses-là qu'il faut clarifier pour que l'harmonie règne depuis le gouvernement central jusqu'au collectif. Alors donc, si on récapitule un petit peu en termes d'acquis, l'expérience, elle est bonne, elle est bonne, il faut l'améliorer, c'est-à-dire le potentiel qui est dans la décentralisation, je dirais qu'on est à 20-25%. Il faut qu'on aille à 60% et que les citoyens commencent par voir les fruits de la décentralisation. C'est-à-dire qu'on puisse être de façon naturelle enclin à convoquer les populations pour échanger, décider, les prises de décision. Quand on parle de démocratie locale, c'est la prise de décision. Et quand on parle de développement local, c'est régler les problèmes quotidiens des populations. Alors, quels sont les défis aujourd'hui des 77 communes de notre pays au regard de ce parcours, de ces expériences engrangées par ces collectivités territoriales? En termes de défis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour donner un véritable coup d'accélérateur aux différents programmes, aux initiatives à prendre au niveau de ces espaces autonomes? Le premier défi pour moi, c'est véritablement le défi économique. Vous savez, lorsque... Il faut apporter un contenu économique à la décentralisation. Lorsque vous passez votre temps à faire des réunions, à faire la démocratie, et que le panier de la ménagère n'est pas amélioré, lorsque je dois faire 2 kilomètres pour aller chercher l'eau potable, lorsque les pistes ne sont pas entretenues, les pistes rurales, lorsque les écoles ne sont pas en nombre suffisant, lorsque les marchés sont délabrés, et quand il pleut, c'est vraiment... Tu ne peux pas sillonner les marchés. Les citoyens vont commencer par se poser des questions. C'est exactement ce qu'on a eu au niveau national. Après 20 ans, 25 ans de démocratie, on s'est dit, mais cette affaire-là, ça nous rapporte quoi sur le plan économique? Et donc, il faut que chaque commune puisse identifier ses potentialités.
je suis commune tant, voilà les potentialités naturelles, voilà les potentialités géographiques, les atouts géographiques dont je dispose. Maintenant, comment je valorise ça? C'est ce qu'on appelle le plan de marketing territorial. Comment je valorise ça dans l'esprit de ce que le gouvernement est en train de faire ou de ce que le gouvernement a planifié? Et lorsque vous faites ça, vous avez des outils. Vous avez les partenariats publics-privés, vous avez l'intercommunalité, vous avez la coopération décentralisée, vous avez, j'ai oublié le nom, c'est un nom en anglais, mais les mobilisations de fonds solidaires et communautaires, ça a un nom en anglais que j'ai oublié. Donc vous avez tellement d'outils. Une fois que vous avez mis en place votre plan de marketing territorial, vous avez tellement d'outils pour financer ça, de sorte que les territoires vont commencer par générer des ressources. Les banques vont commencer par s'installer dans toutes les communes. Il n'y a pas de raison pour qu'une commune viable n'ait pas au moins une banque. Donc, il faut travailler à ce que les marchés, vous savez, beaucoup de ressources sont liées au marché. Le secteur agricole qui est en plein boom aujourd'hui, il faut travailler à ce que la commune puisse améliorer ce qu'on appelle la TDL, Taxe de développement local. Il faut améliorer ça parce qu'il y avait eu des problèmes. Je ne sais pas si la nouvelle loi des finances a réglé ça. Il y avait eu des problèmes de quitanciers ou autres qui ont limité la mobilisation des communes. Il faut travailler à ce que au niveau local, il y a une vie. Si nous avons une économie locale qui marche, il y aura moins des émigrants à Cotonou, à Calavi, il y aura moins des autres, des zones rurales vers les villes. Les urbaines. Et il faut reclarifier les collectivités territoriales. Au Bénin, nous avons mis 2 catégories de collectivités territoriales. Droit commun et à statut particulier. Mais il y a des communes rurales qu'il faut reconnaître comme telles afin de leur permettre de bénéficier des investissements pour la promotion agricole, par exemple. Donc, il y a des clarifications que nous devons faire au niveau donc, de ces collectivités territoriales et les communes à statut particulier. Ça a été dit lors du forum de 2015 pour évaluer la décentralisation. Il faut donner l'autonomie financière aux arrondissements. Il faut, dans une grande ville comme Cotonou, que l'adjoint au maire, qui est le chef d'arrondissement, puisse avoir les ressources pour gérer un certain nombre de compétences de proximité. Vous prenez par exemple les ordures. C'est la mairie centrale. On est dans la décentralisation. Ouais. On a déjà quitté le gouvernement central pour la commune. Mais il faut quitter maintenant la mairie centrale pour aller vers les arrondissements. Donc il y a des compétences qu'il faut rapidement actualiser au niveau de ces entités-là. Et il faut mettre... Je suis très content qu'on ait institué le budget participatif. Ça fait... Oui, en quoi consiste donc ce budget participatif? Ce budget participatif veut que la gestion, l'allocation des ressources d'investissement soit faite avec les forces vives de la commune. Oui. Qu'on dise, nous avons un budget de 25 milliards, par exemple. Le fonctionnement, c'est autour de 10-15 milliards. Nous avons 10 milliards d'investissements à faire dans la ville de Cotonou de de janvier 2021 à décembre 2021. Citoyens de tel arrondissement, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes? Donc, il y a ce qu'on appelle le cycle du budget participatif. Il y a une innovation que certaines villes ont apportée au budget participatif, de sorte qu'ils mettent des ressources à Paris, je crois que c'est 100 millions d'euros, un truc comme ça. Donc, parlons de ce qui nous concerne ici, parce que Paris, c'est l'écart énorme. On s'inspire de ces choses-là. Évidemment, ils mettent, en dehors de ces ressources-là, ils disent aux populations d'initier des projets. Et ces projets-là sont financés par la ville. De sorte que les projets sont
orientés vers le règlement des problèmes quotidiens. Lorsque, par exemple, dans un quartier de Godomain, il y a des problèmes, de mobilité où la rue est barrée de juillet à octobre. On peut monter un projet et la mairie finance. Donc, l'ensemble de ce dispositif-là permet à la population de décider de l'allocation des ressources d'investissement et ce faisant, elle est engagée à payer les impôts et à payer les contributions supplémentaires. Donc, ça fait que les ressources propres de la commune augmentent parce que lorsqu'on aura fini la décentralisation financière, l'État ne mettra plus beaucoup d'argent au niveau des collectivités territoriales. Donc, c'est les ressources propres qui vont prendre le pas. Aujourd'hui, les communes tournent autour de 70, 80 milliards. L'État est à 2000, près de 2000 milliards. Vous voyez que c'est vraiment infime. Donc, il faut qu'au niveau local, on puisse élever le niveau des ressources propres, aller jusqu'à 100, 200 milliards, par exemple. Pour les communes. Pour les communes. À statut particulier ou non, toutes les communes. C'est toutes les communes qui tournent autour de 70, 80 milliards. Vous voyez que c'est vraiment infime par rapport... Alors Franck Kenevo, il y a eu également cette relecture des tests de la décentralisation, de la Ponadex. Ça fait partie des réformes. Oui, je crois que apportées par le gouvernement. Tout cela permet d'espérer que si nous sommes conséquents envers nous-mêmes, dans les 2, 3, 4 années qui viennent, nous aurons la meilleure décentralisation dans notre sous-région. Parce qu'actuellement, la Ponadec est en train d'être relue pour être adaptée aux exigences de l'heure. Les ODD sont là. Le programme d'action du gouvernement, il y a beaucoup de projets. C'est vrai que si vous lisez le PAG, vous ne verrez pas décentralisation, mais il y a beaucoup de projets qui sont liés aux collectivités territoriales. Ouais. Si vous prenez l'asphaltage, par exemple, l'asphaltage pour la mobilité urbaine, l'asphaltage, si vous prenez le Grand Nokoué pour assainir les ordures et autres, si vous prenez les marchés territoriaux, avec tous ces les marchés qui sont en train d'être construits pour les femmes. Nous parlons quand même, peut-être qu'on dépasse 1000 milliards. Donc, toutes ces ressources sont liées au développement local. Et donc, il faut une politique de décentralisation qui tienne compte. C'est vrai aussi, il faut le dire, le gouvernement a fait l'effort de signer des contrats avec les collectivités territoriales. Je trouve que c'est une très bonne chose, ce qui ne se faisait pas par le passé. Maintenant, lorsque les infrastructures seront achevées, il faut que le gouvernement puisse imaginer une forme d'intercommunalité pour permettre aux communes d'être présentes dans la gestion de ces infrastructures. Voilà. Donc, la Ponadec est en train d'être relue. Nous avons le cadre législatif et réglementaire qui est en train d'être toiletté pour que nous ayons dans un document unique toutes ces dispositions qui concernent les collectivités territoriales et enlever ce qui a été dénoncé par les maires, surtout cette affaire de destitution qui ne permet pas de bien... C'est une tâche noire même dans la mise en œuvre de ce processus. Même, au-delà de la destitution, la révocation... quasiment au niveau de toutes les mandatures. Exactement. Même la révocation qui est laissée... Sur les 17 ans d'expérimentation de ce processus, il y a eu toujours, même d'abord à l'interne, il y a des rivalités, les questions de leadership certains entre élus les maires. Ne comprennent pas leur rôle. Si vous êtes élu et que vous n'êtes pas dans l'administration, c'est-à-dire vous n'êtes pas adjoint au maire, vous n'êtes pas chef d'arrondissement, vous n'êtes pas président d'une commission, vous ne venez à la mairie que lorsqu'il y a séance, lorsque vous venez défendre les citoyens de votre arrondissement, mais ils viennent s'asseoir là. Et beaucoup de communes, beaucoup de maires ont été obligés de mettre un bureau des élus, climatisé, tout, pour qu'ils soient là. Les velléités. Donc, les maires font l'objet de chantage. Et un homme qui est sous
menace de destitution de façon ne permanente. peut pas Avoir la tranquillité. coordonner le développement d'un territoire. Donc il faut régler ces problèmes-là et il faut permettre à l'administration locale d'être plus dynamique. Et donc, il y a des réformes des choses qu'on peut régler par les tests. Il y a des choses, c'est la volonté politique. Transférer les ressources et les compétences, c'est forcément une volonté politique parce que les ministères n'aiment pas se défaire de ce qui constitue leurs compétences et les ressources subséquentes. Donc, il faut que la volonté politique accompagne cela parce que les compétences et les ressources qui quittent le niveau central pour le niveau local, la finalité, c'est de bien les gérer, c'est de mieux impacter les citoyens parce qu'on ne peut pas véritablement impacter les gens lorsqu'on est loin d'eux. Donc, il y a ces défis qu'il faut relever et si nous relevons ces défis, si nous sommes conséquents envers nous-mêmes, et que les élus, que les partis politiques vont positionner. Parce que là encore, on a empêché les indépendants d'être candidats. Faisons l'expérience. Moi, j'ai toujours dit, faisons l'expérience, on va évaluer. S'il le faut, on va ramener la possibilité pour les indépendants d'être candidats uniquement pour les communales et les municipales. Donc, il faut que les partis politiques puissent dégager un personnel capable de rentrer dans les enjeux de la décentralisation et de conduire les collectivités territoriales vers le développement. Parce que si le gouvernement fait des efforts et qu'à la base, les choses stagnent, c'est le pays qui perd, c'est le pays qui est affaibli. Donc, il faut travailler en synergie. La dynamique qui est au sommet de l'État, il faut que cette dynamique-là se retrouve Au niveau de la base. Au niveau de la base. Et c'est d'abord les hommes. La qualité des hommes qui seront désignés pour briguer ces postes-là, c'est important. L'autre chose... de perspective, parce qu'on est pratiquement au terme de cette émission. Quelles sont les perspectives aujourd'hui envisagées pour ce processus de décentralisation au Bénin? Vous savez, lorsqu'on aura relu la PONADEC, lorsqu'on aura toiletté les tests, lorsqu'on aura fait les élections de mai prochain, je crois qu'une nouvelle ère va s'ouvrir pour la décentralisation au Bénin. Pour peu qu'on ait positionné les hommes qu'il faut de qualité. Et que la volonté politique soit toujours présente. Et je vais m'adresser aux citoyens parce que le maillon faible de notre décentralisation a été aussi les citoyens. Nous tous, personne ne veut savoir ce qui est fait dans sa commune. Tout le monde a les yeux vers le gouvernement. L'actualité, c'est toujours le gouvernement, alors que à côté de vous, il y a une actualité qui vous impacte directement. Donc, il faut que les citoyens puissent devenir des partenaires pour l'administration communale. Des partenaires, pas des administrés, mais des partenaires, des acteurs qui s'engagent résolument dans la gestion de la cité. Parce que la décentralisation est venue parce qu'on a compris que depuis la capitale, on ne peut pas impulser le développement des territoires. Mais ce n'est pas pour que le maire, le conseil communal puissent prendre en otage ce pouvoir, mais pour que ce pouvoir soit géré avec les citoyens, avec le secteur privé. Vous savez, si vous mettez le secteur privé de côté, vous n'irez pas loin. Si vous faites des réformes, tout ce qu'on a dit, si vous n'associez pas le secteur privé, ça n'ira pas loin parce que les vrais créateurs de richesse, c'est le secteur privé. Donc, il faut, au niveau de chaque commune, dans votre plan de marketing territorial, il faut une place de choix. Il faut que le maire puisse connaître ce qui anime le secteur privé. Il faut que le maire puisse les rencontrer. Il faut qu'il y ait une politique pour travailler avec ceux-là. Et le travail qui se fait au niveau du partenariat public-privé, c'est important. Vous savez,
on peut lever des fonds sans faire des emprunts, sans faire des tapages. On peut lever des fonds de façon solidaire, de façon communautaire, pour réaliser des projets pertinents. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les élections locales, les élections communales et municipales sont confondues aux autres élections. Mais si c'est les mêmes élections, pourquoi la Constitution dit que c'est la Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême, du contentieux. Parce que c'est des élections administratives, c'est des élections de développement. Ce n'est pas les mêmes élections. Donc, il faut choisir les hommes qu'il faut pour que, véritablement, à partir de juin, on puisse être dans le vrai nouveau départ de la décentralisation. Merci Franck Kenevo, spécialiste de la communication et expert en gouvernance locale. Merci d'être passé dans notre émission. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.